Yuzu, main de Bouddha, citron caviar. La famille des citrons est nombreuse et certains de ses membres présentent une image bien éloignée de nos classiques citrons jaunes. Dans les hauteurs du sud du Japon, la culture du yuzu a sauvé un village de l'oubli. En France, dans les Pyrénées-Orientales, on cultive plus de 1000 variétés d'agrumes dont la plupart sont méconnues. Et en Sicile, ce sont des fruits gorgés de soleil et nourris par les terres fertiles de l'Etna qui viennent régaler les plus grandes tables du pays. Nous partons pour la péninsule de Kii au Japon, située à l'est d'Osaka dans la préfecture de Wakayama. La région possède 600 km de côte face au Pacifique, mais demeure majoritairement montagneuse. À la pointe sud de la péninsule, Kozagawa est notre point de départ pour s'enfoncer vers les montagnes et les forêts du centre. La chaîne de montagnes Kii couvre une bonne partie de cette région du Japon. Sa roche volcanique a sculpté le paysage. Depuis l'océan, des cours d'eau serpentent à travers la montagne. La rivière Kosa laisse ici sa place à l'Irai, qui traverse le village du même nom. Le village compte à peine une centaine d'habitants. Situé en fond de vallée, il est habité en majorité par des personnes âgées, les plus jeunes ayant migré vers les villes pour trouver un emploi. Pourtant, il y a encore une soixantaine d'années, toute cette vallée était encore très animée. L'exploitation forestière faisait vivre plusieurs milliers de personnes. Le cèdre du Japon était alors très recherché, avant que le commerce du bois ne s'effondre. Considérant la fertilité des sols et les conditions climatiques plutôt équilibrées de leur vallée, les anciens du village ont alors décidé de planter des citronniers yuzu. Cette variété de citron a été importée de Chine il y a plus de 1000 ans et elle est très populaire au Japon. C'est cet or jaune qui a permis de maintenir en vie ce village, dont l'économie est aujourd'hui entièrement dédiée à cet agrume. Le citron yuzu d'Irai possède énormément de pépins, contrairement à ceux cultivés dans le sud de la France. Il contient aussi beaucoup de jus. Mais il se distingue surtout par son parfum très spécifique, particulièrement prisé par les gastronomes. Entre la montagne et la forêt, les parcelles consacrées à la culture des citrons sont de taille modeste. Celle de la famille Konishi se niche derrière la colline qui surplombe le village. En ce dimanche de novembre, Sadao Konishi peut compter sur sa fille et son gendre venus de la ville pour l'aider à récolter les fruits. Je suis satisfait de la qualité de ce que nous récoltons cette année. Elle est plutôt bonne. En revanche, nous avons moins de volume, si l'on compare notamment à ce que nous avions l'an passé. Ils utilisent un sécateur télescopique qui maintient le fruit pour éviter qu'il ne tombe au sol et ne s'abîme. La culture du yuzu reste à Irai un artisanat qui ne permet pas d'en vivre toute l'année. J'ai un autre travail à côté, sinon je ne pourrais pas m'en sortir. Mais si j'avais plus de temps, je pourrais mieux m'occuper de mes champs. Je pense que ça vaudrait le coup. Mais je suis tout seul. Je n'ai du renfort que pendant la période de récolte. Le reste du temps, mes enfants et mes petits-enfants sont pris par leurs propres activités. Le port de protection et de gants en cuir est indispensable. Les branches sont hérissées d'épines. Il convient d'enlever toutes les feuilles et les rameaux avant de livrer les caisses à la coopérative du village.
Les Konishi profitent du week-end pour organiser un dîner où le yuzu sera bien évidemment mis à l'honneur. Les maquereaux viennent du port de Kozagawa, à une quarantaine de minutes de voiture. Ils sont généreusement arrosés de yuzu. Le festin comporte aussi des kuei, de délicieux poissons que l'on trouve tout autour de la côte et que l'on dégustera aujourd'hui grillés au barbecue. Mais ce qui unit plus que tous les cultivateurs, c'est la coopérative du village qui commercialise et transforme le yuzu. Elle fait vivre désormais plus de 42 cultivateurs. Nous avons créé cette entreprise tous ensemble il y a 20 ans, sous le nom de Société des agriculteurs. C'est le principe d'une coopérative. À cette époque, l'idée était de faire en sorte que tout le monde puisse vivre de manière satisfaisante et de s'épanouir autour de nos agrumes. C'est donc cet objectif qui nous a tous réunis et poussés à monter cette coopérative. Le saké anime peu à peu les conversations qui se poursuivront dans la bonne humeur. La journée commence sous un soleil radieux et au son d'un curieux bruit provenant du village plus bas. La propriété appartient à Kakyushi Satoshi, âgé de 87 ans. Pour s'affranchir du dénivelé, il a équipé ses champs d'un monorail. C'est un peu la légende du village, un véritable artiste du yuzu. Au cours des années, il est parvenu à façonner ces arbres afin de faciliter les récoltes et de les protéger des prédateurs, comme les biches et les daims. Bien qu'il se déplace avec de plus en plus de difficultés, il se rend chaque jour auprès de ces magnifiques citronniers. Et si son sens de l'équilibre s'est amoindri, son coup de sécateur reste précis. Yumi est venu l'aider. Nous sommes lundi, ses enfants sont repartis hier soir en ville et il sera seul toute la semaine. Il a beaucoup plu ces derniers jours et la récolte n'attend pas. Dans ce village, nous sommes entourés par des abeilles très précieuses. C'est la raison pour laquelle les cultivateurs ici n'utilisent pas de pesticides afin de les protéger. Les enfants de ce cultivateur viennent souvent l'aider les samedis et dimanches. À la coopérative, nous avons aussi des volontaires qui peuvent se libérer pour venir récolter. D'autant plus que, cette année, nous sommes sur une bonne récolte. Nous avons donc besoin de plus de bras. L'avenir de ces plantations de yuzu est incertain. Leur pérennité dépend de la capacité à attirer et à faire vivre de jeunes familles dans le village.
La famille de M. Satoshi a bien tenté de le dissuader de circuler sur son engin et de grimper aux arbres. Mais c'est toute sa vie. Il serait impensable de l'en empêcher. En journée, nous avons des températures qui peuvent être élevées. Mais les nuits sont fraîches, parfois froides. On dit que ces écarts de température importants ont une influence positive sur le goût de nos yuzu. La taille des fruits que nous allons obtenir dépend à la fois de l'arbre lui-même, la manière dont il aura été taillé, mais aussi de la qualité d'engrais naturel qui sera apporté. Il est donc normal que nous ayons des différences de taille. La partie supérieure du champ de Kakyushi Satoshi constitue une sorte de pépinière, où il fait grandir ses arbres selon une méthode bien précise. Il faut en général compter 10 ans entre le moment où on aura fait germer une graine et celui où l'on pourra effectuer une première récolte conséquente. Pendant plusieurs années, le cultivateur va contraindre la pousse des branches pour leur donner la direction voulue. Le premier objectif est d'obtenir un tronc évasé qui empêchera biches et cerfs de venir se régaler en pillant les fruits. Cette culture contrôlée permet aussi de faciliter les récoltes en donnant une direction horizontale aux branches. Une autre astuce importante consiste à greffer les jeunes pousses sur des troncs de karatashi, un oranger japonais, permettant de gagner ainsi plusieurs années dans la croissance et la maturité d'un arbre. Les petits arbres là, je les ai plantés en 2020. Ils ont 3 ans. Oui, ils ont poussé très vite, en effet. En revanche, ceux de l'année dernière n'ont pas eu le même succès. Les fleurs sont tombées, les feuilles se sont fanées. Ce n'est pas terrible. Alors oui, j'utilise des tuteurs. J'oriente les branches pour faciliter la cueillette lors des récoltes. Il vaut mieux restreindre le nombre de branches principales, mais sur ces arbres, j'ai vu quand même que les fruits étaient en retard. Mais ce qui préoccupe le plus M. Sayoshi, ce sont ces enfants qui n'ont apparemment aucune envie de prendre la succession de l'exploitation. La coopérative est installée au centre du village. En ce moment, elle fonctionne à plein régime. Les récoltes de chaque famille sont triées ici. Suivant l'apparence et la qualité des fruits, on pourra les vendre tels quels ou en faire des jus, ou encore les transformer en produits plus sophistiqués. Chacun est rémunéré en fonction de sa production, mais à un prix supérieur à ce qui se pratique en général dans le pays. Les yuzu contiennent beaucoup de jus. C'est d'ailleurs le principal débouché pour la coopérative. Malgré une relative automatisation, une aide manuelle est indispensable pour arriver à extraire le jus. Sous le pressoir, une personne sépare la pulpe de la peau. Chaque partie du fruit sera utilisée.
par exemple pour créer des zestes ou des marmelades. Bien que recherchés par l'industrie cosmétique, les pépins ne sont toutefois plus exploités pour le moment. Le jus est conditionné sans additifs pour être expédié rapidement dans tous les grands restaurants du Japon. Les zestes sont débités à la main par une équipe qui va écarter avec minutie les peaux tachées ou abîmées. Les plus beaux morceaux viendront sublimer différentes recettes à base de yuzu. Jusqu'à présent, on utilisait la peau du yuzu pour en faire des marmelades, du thé au citron ou de la confiture. Nous avons créé de nouveaux produits. Par exemple, nous faisons sécher les zestes de yuzu pour les réduire ensuite en poudre pour les mélanger avec d'autres épices. C'est une préparation qui peut être utilisée pour le curry ou en complément du sel pour relever certains plats. Depuis ce fond de vallée reculé, aux routes d'accès sinueuses, il a fallu aussi organiser la livraison. Un pari réussi qui permet de rentabiliser les récoltes de quasiment toutes les familles. Nous ne connaissons que notre yuzu. Mais la première fois que nous avons envoyé nos produits à un revendeur, notre client nous avait dit avoir été frappé par l'intensité du parfum qui se dégage de notre yuzu, simplement en ouvrant la porte du réfrigérateur. Il y a dans le yuzu de nombreux composants qui lui procurent une grande fraîcheur. Et visiblement, le yuzu de notre village est très différent de celui des autres yuzu. Il est très frais. Heureusement, quelques familles ont fait le choix de revenir dans la vallée, comme celle de Mariko Nakata. La jeune femme a conservé un travail en ville et a pris quelques jours de congé pour effectuer la récolte avec sa mère. Aujourd'hui, elle a accéléré son rythme de cueillette car dans quelques jours, l'échéance fixée par la coopérative sera passée pour garantir un prix premium. Mais attention aux épines qui peuvent être redoutables. Les épines sont très acérées. Si on cueille le yuzu à main nue sans protection, on peut se faire très mal. D'habitude, nous portons des gants. Parfois, je ne les mets pas, alors je dois faire attention. C'est une tâche difficile et on doit se protéger. Elle aussi se fait du souci quant à la pérennité du yuzu dans le village. La grande majorité des producteurs de yuzu avancent en âge et ils trouvent peu de monde pour prendre la relève. Certaines plantations restent donc à l'abandon. Il arrive parfois que des personnes venues d'autres régions prennent la relève. Nous n'utilisons pas de pesticides, seulement des engrais. Ils sont composés notamment de fientes de poule. Lorsque l'on parle de beau yuzu, pour nous, ce qui importe, c'est qu'il soit bien juteux. Alors,
C'est vrai que si on s'arrête sur la question de l'apparence, il serait sans doute plus beau si nous utilisions des pesticides. Mais en ce qui concerne nos yuzu bio, le point le plus important, c'est qu'ils soient bien juteux. Est-ce que le bio influence aussi le goût? Sans doute. Je ne sais pas. Avec sa maman, elles n'ont fait qu'une courte pause dans la matinée. Le rythme est soutenu et fatigant. Elles espèrent ainsi pouvoir finir les récoltes dans quelques jours. Le yuzu d'Irai est renommé pour son parfum prononcé et sa grande qualité. Yumi et tous les membres de la coopérative ne tarissent pas d'efforts pour cultiver ce citron d'exception. Jusqu'à quand pourront-ils maintenir ce fragile équilibre, trouver de jeunes familles qui ont envie de se lancer dans l'aventure et prolonger ainsi la belle histoire du yuzu dans cette vallée? Nous partons maintenant pour les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, au pays de Conflans, un ensemble de vallées qui confluent vers le lit creusé par la Têt. Face au Canigou, le plus haut sommet de la partie orientale des Pyrénées, cette région est l'une des plus ensoleillées de France. Le vieux village d'Eus domine de nombreuses exploitations agricoles. Cette ancienne forteresse a conservé une imposante église datant du XVIIIe siècle, la Saint-Vincent, construite sur un ancien château en ruine. Comme le village voisin de Côme, les premières traces de peuplement remontent au IXe siècle. Les habitants ont très vite su tirer parti du climat remarquable et de la situation géographique exceptionnelle du lieu. En 1982, l'enfant du pays, Michel Bachès, transforme l'ancienne exploitation de son père en pépinière. Avec sa femme Bénédicte, ils vont se prendre peu à peu de passion pour les agrumes. Leur nom devient alors une référence incontournable des tables étoilées. Il y a environ 6 ans, Perrine et Étienne Chalère, 2 ingénieurs agronomes, se sont lancés à leur tour dans l'aventure en reprenant l'exploitation. Nous sommes en janvier, la pleine saison des citrons. Il a gelé la nuit dernière, ce qui inquiète Étienne Chalère. Malgré la protection de la serre, il redoute d'éventuels dégâts. Mais ici, le problème, c'est que l'hiver, le matin, quand il fait -8, comme ça, si on n'avait pas ces serres, on aurait perdu toute la récolte. C'est un peu le risque quand on est dans une zone un peu limite comme ça. Mais par contre, ça nous permet d'avoir une coloration des fruits très intense, parce que c'est le froid qui active des petits pigments dans l'écorce des fruits qui s'appellent les lycopènes et les anthocyanes, et qui font se colorer les fruits. L'été, on ouvre en haut et en bas les tunnels, mais effectivement, il fait chaud dedans. Mais ça ne les gêne pas trop, parce que c'est des arbres tropicaux, les agrumes. Donc, ils aiment bien qu'il fasse chaud. Faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, mais qu'il fasse chaud et humide, ça leur va. Sous serre, on est contraint par la dimension de la serre. Alors qu'en plein air, un arbre est moins vigoureux en plus, et du coup, un arbre moins vigoureux produit plus de fleurs et de fruits. Parmi les citrons les plus recherchés en ce moment, les mains de Bouddha tiennent la vedette. C'est un fruit originaire de Chine. Fosho, on dit en chinois, je sais pas si je le prononce bien. Mais c'est un fruit qui a une vraie symbolique en Chine, parce qu'on le retrouve en offrande, souvent dans les temples, etc. Les gens les disposent comme ça pour décorer. Bah, je regarde celles qui sont bien mûres, comme celle-là qui est jolie, qui n'ont pas trop de défauts, de choses comme ça. Là par exemple une autre là-bas elle avait de l'araignée donc elle n'est pas très belle. Là-bas j'en ai une autre qui est jolie mais pas être facile à atteindre. Tout là-bas là. Puis le parfum que ça dégage quand on les cueille.
Après, quelquefois, on a des chefs, par exemple Jean-Michel Carrette à Tournus, il aime bien quand elles sont grosses et fermées parce que ça lui permet de faire des tranches comme ça et de faire des ravioles avec la main de Bouddha coupée très fine. Parce qu'il n'y a pas du tout de jus dedans. Hein. Faut imaginer un truc quand on le coupe en deux là, il n'y a pas du tout de jus, c'est que de l'albédo, du blanc. Alors, on parle de terroir du coup, et dans le mot terroir, il y a le sol, il y a le climat, il y a l'homme qui intervient, et c'est tout un processus entre ces différents intervenants en fait qui fait qu'il y a un terroir. Alors, c'est vrai que dans le mot terroir, il y a le mot terre, mais il n'y a pas que le sol qui agit, c'est un des critères de la matrice, quoi. À chaque fois, c'est des pièces, elles sont toutes différentes, c'est des pièces uniques un peu. C'est dingue hein, quand même. Il y a quand même une espèce de satisfaction à chaque fois à accueillir ces fruits là, c'est magnifique quoi, tu vois, quand t'as des trucs comme ça là, plein de couleurs, de formes différentes. Alors c'est vrai que les agrumes sont tous originaires d'Asie, en fait du sud-est de l'Asie, de Chine, du Vietnam, etc. Et c'est l'homme en fait qui a emmené les agrumes dans ses valises au cours de ses voyages sur la planète et qui fait qu'il y a des nouvelles variétés qui sont créées. Donc là j'ai cueilli les fruits et donc je vais tous les rechecker un par un, à voir s'ils n'ont pas de défaut. Ça c'est celle de tout à l'heure. On les reconnaît en plus, hein, c'est rigolo hein, parce qu'on se souvient après quand on les retrie. Là celle-là par exemple je vais la mettre de côté, elle est un peu trop orange. Donc là. On recommence. Pour les mains de Bouddha, la saison c'est à peu près entre novembre et janvier quoi. Voilà. Et ici le terroir qu'il y a ici fait qu'on a des mains de Bouddha qui sont très peu amères. Souvent c'est un fruit qui peut être amer dans d'autres conditions, là il est très peu amer. C'est un fruit qui a beaucoup d'huile essentielle, qui est très chargé en huile essentielle. Alors une des clés de la fraîcheur, c'est que ça doit partir immédiatement et le lendemain, les fruits doivent être sur les tables. Parfait. Ce qui fait qu'on a un produit que les chefs recherchent vraiment ici souvent, c'est alors déjà la variété et ensuite le terroir avec les écarts de température entre le matin et l'après-midi. On a des fruits du coup qui vont se colorer beaucoup et qui vont avoir une intensité aromatique énorme. Alors tous les citrons, tous les agrumes qu'on a ici ont des méthodes de taille un peu différentes. Au niveau de la taille, les cédras par exemple aiment bien une taille un peu plus forte, d'autres n'aiment pas une taille très forte parce qu'il faut que les branches soient pleureuses pour pouvoir porter des fruits, etc. Donc c'est comme la main de Bouddha, le cédra on le casse. On le prend dans la main comme ça et hop. Bah, le cédra c'est originaire d'Asie également et c'est un petit peu l'ancêtre du citron en fait. Parce que dedans il n'y a pas du tout ou très peu de jus. Mais vraiment ce qui est consommé dans le cédra c'est son zeste et son zeste avec lequel on fait du confit ou des choses comme ça. Et les cédras il y a 200 ans avaient fait la fortune de la Corse par exemple. Puis petit à petit la culture s'est arrêtée. Maintenant il y a de nouveau un petit peu de cédra qui est fait en Corse, mais ce qui a entre guillemets arrêté le cédra, tué le cédra entre guillemets en Corse, c'est le citron. C'est l'avènement du citron qui est originaire du bassin méditerranéen lui. Là c'est vraiment dur. Dur un peu comme de la noix de coco. Hein. Là tu goûtes là c'est. Déjà au nez là c'est légèrement poivré au niveau de l'écorce. Citronné aussi.
Et t'entends le bruit là? Toi tu croques dedans? C'est croquant comme de la pomme ou de la coco un peu. C'est très frais. L'autre vedette des grandes tables, c'est le citron caviar, complètement atypique au regard des autres variétés. Sa pulpe, composée de petites perles roses qui éclatent de saveur en bouche, en fait un fruit cher et recherché. Dans les serres où plusieurs variétés cohabitent, il n'est pas évident à trouver. Alors ça c'est blindé d'épines. C'est rempli d'épines. Hein. Attention les doigts. Donc citron caviar, c'est une famille d'agrumes qui est originaire d'Australie, contrairement aux autres agrumes qui sont plutôt originaires d'Asie. Et là, ce qui fait son nom et ce qui fait son succès, ces petites vésicules là, qui sont beaucoup plus fermes que dans un citron classique. Et ça fait une espèce de sphérification naturelle en fait, hein. Ça croque sous la dent après. En entrant dans la serre voisine, on sent immédiatement la présence du yuzu, tant son parfum est intense. Ça, c'est les premiers arbres qui ont été plantés en Europe ici. C'est les plus vieux yuzu qui ont été plantés en Europe, qui ont une trentaine d'années. C'est vrai que le yuzu, c'est un agrume, on entend son nom de plus en plus là en France et en Europe. C'est un agrume qui vient du Japon. Bon, si on le connaît pas comme ça, on se dit c'est un citron finalement. Voilà, il est acide, il a le goût du citron, mais en fait non, pas du tout. Il a vraiment son goût à lui. Donc certains vont dire c'est entre le goût de mandarine, de pamplemousse, etc. Mais c'est vraiment difficile de poser un mot sur ce goût qui est si typique et si unique. Plus les yuzu sont gros en général, plus ils sont d'exception. Et ici, on a des yuzu qui peuvent faire jusqu'à 240 grammes, je crois que j'ai pesé les plus gros, ce qui est énorme. Donc à la base, c'est quand même un agrume qui a été facilement mis de côté. Et en fait, dès qu'on a goûté l'écorce, donc le zeste et l'écorce du fruit, là, on ne peut plus s'en passer. Alors là, on a une odeur de yuzu, donc de mandarine, un peu vanillée, comme ça, là, qui arrive et qui est vraiment très marquée. Très marquée, et c'est une odeur qu'on n'oublie pas quand on l'a en tête après. Ça, on a juste envie d'une chose, c'est de zester le fruit, là, ou de le mettre dans une tagine, quelque chose comme ça, faire un plat réchauffant l'hiver. Le yuzu est utilisé quand même depuis une dizaine d'années par les pâtissiers. Hein. Il y a des pâtissiers français qui l'utilisent vraiment couramment dans leurs recettes depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous, à travers une gamme de produits finalement transformés, on va mettre à disposition et on va faire découvrir ce goût de manière ludique et très accessible au grand public. Donc notre domaine, on a une partie production de fruits d'agrumes rares, mais aussi et surtout une partie collection d'agrumes. C'est-à-dire que sur notre domaine, on a plus de 1000 variétés d'agrumes. Ce patrimoine comporte des variétés inconnues du grand public et représente un véritable trésor de la biodiversité. Seules 150 variétés sont commercialisées à l'intention des chefs. Les citrons Mayer se caractérisent par leur grosseur et leur peau lisse. On trouve aussi une infinie variété de limes, très utilisée dans les cocktails et les pâtisseries en Amérique du Nord. Plus rares, des citrons rouges, ou encore des citrons poires, nommés ainsi en raison de leur forme. C'est un travail de longue haleine. Une graine demande des années d'attention avant de se transformer en arbre fruitier. Beaucoup de plantes en pot, de variétés qui, à ce jour, ne sont pas utilisées dans la gastronomie. Et ça, nous, on le garde pour l'aspect biodiversité et aussi pour le côté où peut-être ce sont des agrumes de demain qui sont là dans notre collection et qui ressortiront certainement un jour. Nous, on produit nous-mêmes les jeunes plants qu'on plante parce qu'on ne trouve pas dans le commerce
les plantes qui nous intéressent. Ça nous permet de mieux gérer en fait, les stocks de plantes parce qu'on est obligé de penser à l'avenir. Et comme on ne sait pas ce qu'on va replanter dans 10 ans, par exemple, si on n'a pas les plans à l'avance, on peut pas le faire. Voilà. Bon là, à 3-4 ans, il y a les premiers fruits, mais bon, c'est pas une production qui permet d'en vivre, quoi. Alors un citronnier, il faut compter à peu près une dizaine ou une douzaine d'années pour qu'il soit vraiment en production. Alors, il y a des fruits un peu avant, mais pour qu'il soit vraiment en production qui permettent d'en vivre, il faut aller au plus tôt 8 ans, et sinon 10-12 ans c'est plus raisonnable. Ouais. Surtout en bio où on a une croissance qui est plus lente. L'eau est devenue également un élément majeur dans la gestion des cultures. Elle se fait de plus en plus rare et son utilisation est strictement contrôlée. Ça fait 2 ans qu'il ne pleut plus en fait, ou très peu dans le département. Normalement on devrait être quelque chose comme 600 mm par an et on est même pas à la moitié, quoi. On n'est même pas à la moitié, donc c'est assez tendu au niveau de la gestion de l'eau. Et donc nous ici on a un système qui consomme peu d'eau parce qu'on est tout arrosé en goutte à goutte avec des bâches au sol, etc. Donc on a moins d'évaporation sous serre. Mais si on nous coupe l'eau, on nous coupera la vie, quoi, parce que l'eau, on ne peut pas faire de plantes sans eau, tout simplement. Alors en hiver, c'est vrai qu'on a moins besoin d'eau, mais au printemps surtout, et puis à partir du moment où il y a le nouveau système végétatif qui se forme, on a des besoins qui sont bien plus importants, un peu moins l'été qu'aux périodes de juin par exemple, où là on a des grosses demandes en eau. Malgré les contraintes climatiques et environnementales, l'objectif reste de produire des fruits de très grande qualité. Un des secrets pour obtenir l'excellence, je pense que c'est l'observation. C'est vraiment toujours se remettre en question aussi. L'observation et la remise en question, il n'y a jamais rien d'acquis. Quelquefois on croit avoir compris les choses et en fait on se trompe complètement et ça remet un peu tout à plat et ça rend humble aussi parce on est loin de tout maîtriser. Les fruits cueillis dans la matinée sont déjà emballés, prêts à partir pour arriver d'ici demain matin dans les cuisines des restaurants. Les chefs expriment la satisfaction par rapport aux fruits qu'ils reçoivent et souvent même, on reçoit des messages ou même directement au téléphone, ils nous disent « Ah, ce que tu m'as envoyé, c'était génial, ça a explosé en bouche » ou « Les arômes, celui-ci, je ne l'avais jamais goûté ». Et ça fait plaisir, oui, parce que voilà, on en prend soin et c'est vraiment le retour presque qu'on a envie d'avoir pour continuer à avancer et continuer à vouloir leur proposer toujours quelque chose de nouveau. Les citrons de Perrine et Hélène sont notamment acheminés vers Levallois en région parisienne, chez Claire Heitzler. Après avoir officié dans plusieurs palaces parisiens, la pâtissière a ouvert son propre atelier. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé notre fleur d'agrumes. Donc c'est une pâtisserie à base d'un petit sablé croustillant et d'un biscuit à l'amande. Sur le dessus, il y a une marmelade de mandarine, il y a de la manbouda, il y a du yuzu, il y a du kumquat, il y a de l'amiquat, tout un mélange d'agrumes. Une mousse à la vanille avec des morceaux de marron. Et sur le dessus, on a disposé tout un petit jardin d'agrumes frais avec un pétale de fleur de Bouddha sur le dessus. Donc ça, c'est les manbouda qu'on a reçus ce matin de chez Perrine et Étienne. C'est top parce que ces fruits sont ultra frais. Et nous, l'objectif, c'est vraiment, dès qu'on les reçoit, de les utiliser le plus rapidement possible pour pour conserver cette fraîcheur et un maximum de goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir fermés. Donc, quand je les commande, je leur précise bien que je veux des manbouda, des petites fermées, de manière à pouvoir les couper en fines tranches et de pouvoir aller quasiment jusqu'au bout du fruit en ayant mes tranches très très fines. Donc voilà, moi c'est cette forme-là qui m'intéresse.
cette forme de fleur de pétale. C'est un fruit qui est très puissant. Il a ce côté floral et croquant que je trouve très intéressant. Et je trouve que c'est un agrume qui n'est pas amer. Et on va les préparer à un sirop de sucre et on va les laisser pocher tranquillement sans que ça boue. Là, on voit bien à quel point ils sont devenus souples, translucides. Ils se tiennent bien. Les agrumes, pour moi, c'est un terrain de jeu assez excitant parce que déjà parce que c'est bon. C'est à la fois acide, c'est à la fois amer. Moi, j'aime bien m'amuser sur l'équilibre des saveurs. C'est-à-dire quand j'ai un fruit qui est plutôt acide ou quelque chose qui est plutôt amer, c'est trouver une association qui est plus douce. Alors soit la vanille qui a tendance à adoucir, ou alors la pistache qui elle est un petit peu grasse naturellement, ou l'amande qui est grasse aussi, et qui, par cette rondeur, va apporter de la douceur aux agrumes, qui font que lorsqu'on goûte le dessert en entier, finalement, ça fait un équilibre parfait. Nous partons à présent pour le sud de l'Italie, en Sicile, une terre d'agrumes par excellence. Peuplée depuis plus de 20 000 ans, l'île attire les voyageurs notamment pour son ensoleillement et son climat méditerranéen très doux. Ces atouts, combinés à la présence de l'Etna, son volcan emblématique, expliquent la fertilité de son sol. Les grandes propriétés agricoles apparues sous la Rome antique, les latifundia, ont marqué fortement l'économie et l'occupation humaine de l'île. Aujourd'hui, autour de Catane, la deuxième ville de l'île, bon nombre de ces exploitations familiales ont disparu. En cause, la pression démographique et l'extension du tourisme. Fiumefreddo est un peu le centre de l'activité agricole de la région. C'est ici que sont rassemblées puis acheminées les récoltes de citrons obtenues au pied de l'Etna. Le nom de la ville vient de la rivière qui la traverse, alimentée par la fonte des neiges du volcan. La ville est beaucoup plus animée à la belle saison lorsque les touristes s'en emparent, attirés par les plages de la mer Ionienne. À quelques kilomètres de Fiumefreddo, nous rejoignons la propriété de M. Carafo. L'exploitant a confié ses 17 hectares à l'équipe de Carmelo Trovato, notamment pour la récolte des citrons, qui en ce début mars vient de commencer. Les fruits sont de la famille des Feminello, que l'on retrouve en majorité sur l'île. Nous récoltons actuellement la première fleur qui commence en septembre et se termine vers la fin mars. Ce citronnier fleurit tout au long de l'année. Après cette première fleur arrive la Bianchetto, puis la Maggiolino, puis l'été, la Verdelli, qui va générer un nouveau cycle de fruits plus court. La récolte du Verdello dure environ un mois. Dès que le Verdello se termine, la première fleur recommence alors, qui est le fruit qui dure le plus longtemps de septembre à fin mars. Les arbres sont bien chargés et les cueilleurs expérimentés arrivent à récolter d'importants volumes. Un arbre comme celui-ci peut produire 100 à 150 kg de citron par an, ce qui, par comparaison, est relativement faible, car il existe dans certaines plantations des arbres qui peuvent donner de 300 à 350 kg de citron par an. Mais les meilleurs fruits qui sont récoltés sont ici, entre novembre et mars.
L'exploitation est en bio, une nécessité car l'un des débouchés importants repose sur le commerce d'huiles essentielles. La gestion de l'eau reste une préoccupation majeure pour les cultivateurs. Malgré la présence du volcan qui accroche les nuages et génère de la pluie, il pleut de moins en moins en automne et en hiver. Par ailleurs, l'été, les températures sont de plus en plus élevées. Les exploitants sont obligés d'utiliser le goutte à goutte installé au pied de chaque arbre, lorsque la sécheresse devient trop importante. La matinée s'avère très fructueuse. Les citrons vont être acheminés directement vers des ateliers de transformation situés plus au nord. Vilfredo Remo, le directeur de l'atelier Simone Gatto, a suivi avec une certaine satisfaction la récolte de la matinée. Il fournit des grands parfumeurs et des restaurants. La région d'Acireale est réputée pour son citron. Elle est connue aussi parce que nous sommes au pied du volcan Etna. Mais elle est surtout renommée pour le citron, aussi parce qu'elle parvient à générer de nouvelles floraisons avec des citrons en été qui sont appelés verdelli. Et c'est une région qui marche bien pour le verdello. La présence du volcan est un vrai plus pour la qualité de l'huile essentielle et du jus, parce que le sol est non seulement riche en minéraux, mais il est aussi très fertile en raison des cendres volcaniques qui proviennent de l'Etna. Il y a aussi un effet microclimat intéressant, dans le sens où la nuit, l'air froid venant du sommet de l'Etna conserve ces jardins plus au frais. Disons qu'en été, nous sommes épargnés par ces pics de chaleur qu'il y a en Sicile et dans d'autres régions. Ainsi, le citron se conserve mieux, il reste plus costaud, le jus est encore plus savoureux. Le citron ne pourrit pas sur l'arbre et nous permet d'avoir des jus ou des huiles essentielles parfumées de très haute qualité, même dans des périodes de l'année comme le printemps et l'été, durant lesquelles les autres régions de Sicile n'arrivent pas à maintenir ces caractéristiques qualitatives. Dans les marchés des environs, les citrons sont vendus à des prix qui font rêver quiconque qui n'habite pas en Sicile. Ils sont utilisés quotidiennement dans la cuisine. Vilfredo aime se retrouver avec ses fournisseurs au Porticciolo à Capomulini autour d'une assiette de poisson arrosée de citron, bien entendu. Le citron est le deuxième ingrédient de la cuisine après le sel. Il est essentiel pour donner du goût, amener de l'acidité et de l'arôme, et tout ce qui est nécessaire pour fabriquer une glace, relever un poisson ou n'importe quel plat, pour donner cet arôme et ce parfum qui sont uniques. Nous sommes sur la côte nord de l'île, à San Pierniceto, dans la société de Vilfredo Remo, qu'il dirige avec ses frères et sœurs. Les citrons cueillis dans la matinée sont transformés suivant leur origine, soit en jus, soit en huile essentielle. L'huile essentielle du citron est présente dans l'écorce, dans le zeste ou dans les petits utricules, et pour l'extraire, nous exerçons une pression sur l'écorce tout en la piquant très légèrement. C'est la nature qui a créé l'huile essentielle qu'il contient, pour éloigner les insectes du fruit, le préserver, et de notre côté, nous l'utilisons en parfumerie et en alimentation pour son arôme remarquable. Toutes les teneurs en principes actifs sont soigneusement contrôlées après chaque série d'extraction, pour s'assurer de la bonne homogénéité de la production. Il faut savoir que l'on utilise 1 tonne de citron pour obtenir environ 4 kg d'huile essentielle. Donc l'huile essentielle est un arôme extrêmement concentré. Quelques gouttes d'huile suffisent pour parfumer nos glaces ou nos desserts. Et l'huile essentielle, c'est quelque chose de vraiment puissant.
Le circuit du jus suit un processus similaire. Les citrons seront pressés mécaniquement. Là encore, tout sera analysé avec précision avant de partir vers les cuisines de toute l'Italie où il est très utilisé. Ce terroir d'Acireale est intrinsèquement lié à la présence de l'Etna, qui influe sur la nature comme sur les hommes. La vie des gens est influencée par cette présence. Et ceux qui vivent à proximité d'un volcan ne veulent jamais s'en éloigner. Ils y puisent une énergie, ils ont une relation étroite avec le volcan et le citron est l'un de ces fruits qui sont les plus positivement affectés par la proximité du volcan. La qualité du citron de l'Etna lui a valu de recevoir en 2022 le label IGP, un gage de protection et de reconnaissance pour tous les amoureux d'agrumes.